Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu par ici. Oh là là, ça fait même un grand temps, il s'en est passé entre deux. J'espère que vous allez bien, que cette période se passe pour le mieux. Alors ici, je suis un petit peu fatiguée, alors c'est vrai un peu cernée, un peu une tête... parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de choses, d'événements, de rebondissements, de multiples choses dans tous les sens et c'est intense. C'était un très intense. Mais ça va. Je vais très bien pour ceux qui m'ont demandé. Ils se sont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu te ramènes plus par ici? C'est vrai que normalement on fait un peu des émissions sur YouTube tous les mois et puis ce mois-ci ça n'a pas été possible. Je prends quand même mon micro pour vous faire cette vidéo parce que ça fait déjà un bout de temps que j'ai envie de la faire et puis je pense que la période est plus qu'adaptée pour faire ce témoignage dans cette vidéo. Alors cette vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas faite comme ça va être un témoignage personnel. Alors comme tout témoignage personnel, ça n'a pas pour but de raconter la vie de Charlotte, hein, même si en apparence c'est ce que je vais faire. Ça n'a pas pour but non plus de projeter tout sur ma vie et comme si c'était vraiment la solution. Ça a juste pour but ici de faire un partage à cœur ouvert en espérant de tout cœur que cela puisse en inspirer, puisse résonner, partant du principe que les problématiques vécues par les uns trouvent souvent des résonances chez les autres et que parfois en osant témoigner avec simplicité, on peut participer à des prises de conscience ou à des ouvertures chez les autres. Voilà. Et donc ça fait un petit temps ici sur cette chaîne que vous vouliez que j'aborde le sujet des relations interpersonnelles. Et c'est vrai que j'ai traîné un peu parce que c'est un vaste sujet aussi et je ne savais pas trop par quel bout m'y prendre avec ce sujet qui est extrêmement délicat. On ne peut pas synthétiser les relations en une seule typologie de relations. Déjà, il y a les relations familiales, ensuite il y a les relations amicales, professionnelles, et il y a les autres au sens large. Donc à chaque dimension aussi son enseignement, donc c'est assez vaste comme enseignement. Et puis d'un seul coup, j'ai eu l'inspiration, je me suis dit mais pourquoi pas commencer par finalement un témoignage qui parfois, à travers un exemple, résume bien mieux et illustre bien mieux le sens de l'enseignement. Voilà. Donc c'est du vécu. La problématique que j'ai rencontrée avec les témoignages, c'est que témoigner de relations interpersonnelles, ça va être témoigner forcément de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est pas forcément le but de cette chaîne de parler des autres. Voilà. Donc c'était délicat aussi d'aborder un sujet où il y a des personnes de ma famille ou des proches que je cite dans cette vidéo. Donc c'est vrai que je me suis dit bon, puisqu'il faut le faire, il faut le faire, et j'ai senti vraiment un élan à aller dans cette direction. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, de toute façon, est totalement révolu, mais ça a été un passage, voilà. Donc on va aller dans le passé pour illustrer ce propos. Ici, dans cette vidéo, je vais vous témoigner d'une relation que j'ai vécue avec mon père, en l'occurrence. Donc c'est du vieux, et du vieux, et du vieux, mais c'est encore plus qu'actuel, vous verrez. Je vais essayer d'aller droit au but en essayant pas non plus de faire trop de raccourcis parce que c'est vrai que si après on raccourcit trop, on peut ne pas entendre le fond du propos et essayer le plus possible de vous dépeindre les choses avec sans trop interpréter, avec simplicité. Et je pense qu'il y a forcément des choses dans lesquelles vous vous reconnaîtrez. Voilà. Donc il s'avère que, comme tout le monde, j'ai un papa et une maman, hein. Même si peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas leurs parents, il y a forcément un référent, une personne qui a joué le rôle d'eux dans votre vie. Et je dis souvent au niveau des relations interpersonnelles, le plus complexe, c'est avec les personnes avec lesquelles on a le lien le plus proche, donc la famille. Et c'est de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo, quitte à parler des relations interpersonnelles, autant tout de suite mettre les deux pieds dans le plat, et puis commencer par l'épicentre. Par l'épicentre, vraiment le point central depuis lequel convergent après des solutions qui émergent pour toutes les autres relations interpersonnelles, vraiment. Je dirais que le point de départ, c'est vraiment là, même si c'est le plus délicat. Il s'avère que, moi, pour vous dépeindre un petit peu la relation que j'entretenais avec mon papa, c'était une relation très difficile. Donc mes parents étaient divorcés. Je voyais mon père, on était en garde alternée, je voyais mon père un week-end tous les 15 jours.
Donc c'était vraiment pas beaucoup en tant qu'enfant. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 3 ans, donc j'ai quasiment pas connu mon père finalement. 15 jours, enfin 2 jours, enfin finalement 4 jours dans le mois, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voyait, bah en fait on ne le voyait pas non plus, puisqu'il travaillait et on le dérangeait. Et voilà, donc enfant ça a été difficile. Moi mon père je le voyais comme quelqu'un de très colérique, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. On avait toujours l'impression d'être de trop et de le faire chier. Donc, enfant, c'est comme si, je dis souvent, c'est comme si j'avais pas eu de père en fait. Donc c'est vrai que c'était un petit peu délicat, je dirais même plus que parfois être abandonné par un parent, bah au moins c'est clair, mais avoir un parent qui ne joue pas le rôle de son parent et qui n'est pas du tout présent, bah parfois c'est pire, vous voyez, parce qu'il est quand même là, mais en fait il n'y a pas de lien. Donc voilà, ça a été une relation dès le point de départ difficile. À travers les yeux de l'enfant, je ne comprenais pas. À travers les yeux de l'adulte, j'ai longtemps aussi pas compris et ça m'a mis longtemps en colère. Et bah du coup, la relation, quand je suis devenue adolescente, est devenue très conflictuelle. Je n'avais plus envie de le voir. Et d'autant plus qu'au plus j'ai grandi, au plus mon père avait une légère tendance à la manipulation. Je dis légère entre guillemets, puisque non, elle n'était pas légère. C'était quelqu'un, vous savez, que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de pervers narcissique, et moi c'est une étiquette dans laquelle je me retrouve pas, et je n'étiquette pas les gens comme ça, parce que pour moi tout ça c'est que des personnages, mais très clairement quand on prend la définition du dictionnaire, il rentrait plutôt bien dans les clous, voilà. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait la capacité à manipuler avec une certaine aisance, à retourner le cerveau de tout le monde. Jamais de violence ou quoi que ce soit, mais enfin quoique il y a eu quand même des épisodes un peu violents quand même, mais on va dire quelqu'un qui avait l'art de la manipulation, de la dissuasion, de beaucoup de choses, et qui arrivait, je ne sais toujours pas comment puisque j'ai toujours pas compris, qui arrivait finalement à te faire croire un truc qui était complètement aux antipodes de ton point de départ. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, bah, au contact de cette personne, moi ça a beaucoup brisé la confiance en soi. C'est vrai que, bah, à ses yeux, fallait m'interner quoi dans un hôpital psychiatrique puisque j'avais un problème. Hein, j'étais pas un enfant comme les autres, soi-disant à ses yeux à lui. Hein. Et c'est vrai que plusieurs fois, il a appelé ma mère pour lui dire qu'il serait peut-être temps de me mettre dans un hôpital ou de me faire suivre parce que j'avais des soucis. Vous voyez, c'était ce genre de manipulation. Et puis, frontalement, c'était toujours des réflexions sur les femmes qui sont inférieures aux hommes. Vous voyez, ce genre de choses complètement bizarres aujourd'hui, évidemment, avec les yeux d'adulte, tu te dis « oh putain ». Donc, adolescente, ça a été très conflictuel. Et c'était tellement violent que ça a déclenché chez moi beaucoup d'angoisse et de sidération. Donc c'est vrai que à son contact, je ne parlais pas, j'étais tout le temps en sidération, en fait, je comprenais pas. Et bah du coup assez rapidement, j'ai plus du tout eu envie de le voir. Donc je suis passée par une étape avec mon papa où j'ai coupé les ponts. Donc je sais aussi ce que c'est que de couper les ponts avec un proche, et notamment un très proche. Je ne voulais plus le voir, je voulais plus l'entendre, je voulais plus en entendre parler en fait. Donc, bon, c'est pas la solution, hein, faut le savoir, surtout que c'était couper les ponts à l'époque, dans ma version de conscience de l'époque, c'était couper les ponts pour couper les ponts, je voulais plus du tout en entendre parler, plus jamais. Et bah évidemment, ça n'a pas fonctionné, puisqu'en fait, il a eu un cancer. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu son cancer. Bien sûr, bah, vu qu'il avait toujours cette capacité à retourner le cerveau de tout le monde, bah voilà, c'était de ma faute en fait s'il avait le cancer, parce que vu que je lui parlais plus et que je l'avais repoussé, bah il s'était senti abandonné et son cancer s'était développé. Donc en plus il y a eu ce poids qu'il a essayé de me rajouter, que j'ai porté hein, très clairement, parce qu'à l'époque ça m'a heurté et je me suis dit bah oui, peut-être que j'ai joué mon rôle, parce que finalement quand on sait que la pensée est créatrice et qu'à chaque fois que je pensais à lui, franchement je souhaitais presque qu'il s'en aille, parce que je le supportais plus en fait. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de pensée au sujet de certaines personnes, où on se dit mais j'ai tellement pas de solution pour faire face à ce conflit ou à cette situation que je préférerais presque qu'il meure. Et c'est le genre de pensée totalement morbide et horrible. Hein. Et du coup, étant donné tout ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est peut-être de ma faute. Peut-être qu'en pensant à ça, ou peut-être qu'en étant en colère, tout simplement, hein, parfois c'était juste en colère, bah j'ai peut-être pas aidé. Donc c'est vrai qu'en 3 mois, il est parti. Il a eu le diagnostic du cancer, bien sûr il me l'a dit, donc on n'avait pas coupé totalement les ponts, hein. Je le laissais encore m'appeler, on pouvait encore échanger un petit peu, mais pour moi c'était très difficile parce qu'à chaque fois qu'on échangeait ça me mettait dans un état pas possible, et il me fallait des semaines pour m'en remettre, donc c'est vrai que j'avais plutôt une tendance à fuir que à rester,
Et voilà, il m'a annoncé ça, et en fait, bon voilà, évidemment, on tombe de haut quand même, et c'est sûr que quand un proche, même avec lequel on s'entend pas, bah, on apprend une chose pareille, bah bien sûr qu'on est des humains et qu'on est sensible, donc ce truc de couper les ponts, ça tient pas à ce moment-là en fait. Sauf si vraiment on est profondément en colère. Moi ça a pas tenu, parce que j'ai vu l'humain en fait, et je me suis dit mais what? Mais qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est grave. Et tout de suite, j'ai su qu'il allait partir, qu'il pourrait pas rester. Donc du coup, j'ai essayé bien sûr d'aller le voir. Il a été hospitalisé très très vite en fait. Il a quasiment passé ses 3 mois à l'hôpital. Et c'est vrai que même en allant le voir, c'était pas possible d'échanger, c'était pas vraiment possible de se parler. Et on est resté avec tout ça l'un comme l'autre. Et un jour, je devais repartir à Lyon. À l'époque, j'étudiais à Lyon. Et j'allais monter dans mon train. Et en face de la porte du train, il y a un truc qui m'a dit dans ma tête, ne monte pas. J'ai fait demi-tour, je suis remontée dans la voiture avec ma mère, et là j'ai pris mon téléphone, et c'est là où on m'a appelé pour m'annoncer que mon père avait été mis dans un coma. Donc il faut savoir que les cancéreux, quand s'il y a trop de souffrance, on les met dans le coma en fait. On leur injecte des grosses doses de morphine, et on les fait basculer en coma pour stopper cette souffrance qui, finalement, à terme, est totalement, insurmontable presque, inhumaine. Donc, du coup, il venait de le faire basculer dans le coma, et je me suis rendue à l'hôpital, et il était inconscient, en fait. Donc, il était en coma, il était en train de partir. Ça a été une mort extrêmement violente et douloureuse, parce qu'il était pas du tout tranquille, comme on pourrait imaginer dans le coma, une personne qui part tranquillement. Non, il avait la bouche grande ouverte, il haletait, il respirait très fort, et on voyait qu'il se débattait, qu'il avait peur, en fait. Et moi, à l'époque, je savais pas, j'avais pas accès à toutes ces dimensions-là, mais c'est sûr que j'avais quand même un ressenti qui était déjà là, et c'est vrai que, waouh, j'ai pas compris, en fait. C'est non seulement l'état de choc, mais en plus, je dis toujours, il y a une différence entre voir quelqu'un de mort et voir quelqu'un qui meurt. C'est complètement différent, en fait. Donc c'est vrai que sous mes yeux, j'ai vu quelqu'un s'éteindre avec beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, et une personne avec qui je n'avais pas pu régler mes comptes. Et ce qui a été très douloureux pour moi, alors je sais pas si ça parlera à des gens, ce qui a été le plus dur, c'est finalement après. La mort, quand on est atteint d'un cancer en stade 3 et qu'on souffre, c'est presque une libération d'un point de vue très concret, voilà. Mais ce qui se passe derrière, c'est que ça laisse place à un vide, et ça laisse place à un manque, malgré tout, et ça laisse place à quelque chose qui, en plus, m'a fait énormément souffrir, parce que moi, mon père, quand il est décédé, je n'arrivais même pas, et ça a duré longtemps, à me rappeler de quelque chose de positif que j'avais vécu avec lui. Je n'y arrivais pas, en fait. Et du coup, c'était violent, en fait, parce que je me disais, mais j'ai rien vécu de positif, du coup. J'étais complètement brouillée, en fait, dans mon cerveau, et impossible de me rappeler de quelque chose de bien, d'un souvenir positif, en fait. Et ça a bien pris 1 an, hein. 1 an pendant lequel je ne le voyais qu'à travers un prisme de souffrance, et en fait, il ne m'avait fait que souffrir. Et du coup, c'était difficile, parce que même s'il était plus là, il me faisait encore souffrir. Parce que quand je pensais à lui, je pensais à tout ça, en fait. Ça me connectait à tous ces souvenirs horribles, et je n'arrivais même pas à me connecter à un beau souvenir. Comme si ma mémoire avait occulté tout le positif et toute la beauté qu'il y avait chez lui, parce qu'il y en avait. Ça avait été totalement occulté pour juste retenir la noirceur, les moments où il a pu être violent aussi, où il y a eu de la violence aussi, complètement. Donc, non seulement verbal, psychique, mais aussi physique à certains moments. Donc du coup, on occulte, je pense, des choses, et c'était comme si je l'avais oublié. Mais impossible de me rappeler, littéralement. Et donc, s'en est suivi un moment très délicat pour moi, parce qu'il était plus là, mais c'était comme s'il n'avait jamais été autant là. Parce que le fait qu'il était plus là, on pense aux gens qui sont partis, parce que c'est quand même une période, le deuil, c'est quand même une période pas si simple à vivre, et voilà, il faut un petit temps pour faire son deuil, donc on pense à la personne qui est partie. Et puis c'est à ce moment-là qu'a commencé à m'arriver des trucs un peu bizarres, vous savez, ce genre de synchronicité où on se dit, j'ai l'impression qu'il me parle à travers cette personne, ou tiens, là je vois un oiseau qui fait ça, c'est bizarre. J'ai commencé un peu à basculer dans un truc où j'ai ouvert une brèche, et je me suis dit, mais il se passe quelque chose, c'est pas tout à fait naturel ce qui m'arrive. Et c'est là où j'ai été amenée à rencontrer une personne qui m'a aidée par de la canalisation à rentrer en contact avec mon père. À l'époque, ça m'a beaucoup aidée,
Ça m'a permis de parler. Je ne sais pas encore aujourd'hui, avec le recul, si c'était qu'une simple croyance ou si c'est quelque chose qui s'est véritablement fait. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là de ma vie, ça a été très utile. Ça m'a permis finalement, d'un premier point de vue, de soulager quelque chose, de percer un abcès et de pouvoir dire, sans trop savoir si c'était lui ou pas lui, mais dans l'instant où je le vivais, c'était lui, de pouvoir lui dire ce que j'avais sur le cœur. Ça m'a énormément aidé dans la perspective du deuil, et j'ai pensé que ça suffirait. J'ai pensé que ça suffirait. Voilà, donc j'ai vécu quelques années comme ça. Suite à ça, ça a pris à peu près 6 mois finalement. Après, je suis partie à l'étranger. Puis je me sentais en paix avec tout ça, même si je suis passée par des étapes encore un peu de colère. Après, j'ai réussi à me remémorer de souvenirs positifs. J'ai commencé à découvrir, il y a eu des synchronicités aussi, des gens de ma famille m'ont recontacté, que j'avais pas eu de contact depuis très longtemps, et m'ont expliqué des choses au sujet de mon père que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris des choses sur lui, et ça m'a permis complètement de changer la vision, donc ça a été beau, il y a eu des belles libérations à ce niveau-là. Et puis progressivement, j'ai appris à le voir différemment, et j'ai fait mon deuil. Enfin, je pensais l'avoir fait. Et puis, c'est comme tout dans la vie, hein. J'ai souvent une empreinte, c'est par couche, hein. On se déleste, on se déleste, on se déleste, on se déleste. Et ça se fait au fur et à mesure. Et puis, du coup, ce qui s'est produit par la suite, parce que ça ne s'arrête pas là, et c'est la beauté de cette histoire, c'est pour ça que je la partage, même si ça parle de gens, j'ose le partager aujourd'hui. La beauté de tout ce processus s'est produite quelques années plus tard. Donc quand mon père est décédé, j'avais 24 ans, et quelques années plus tard, j'ai rencontré mon conjoint. Et donc je rencontre mon conjoint, etc. Et loin de moi d'imaginer, à l'époque, en le rencontrant, je l'ai rencontré au bout du monde, j'étais au Pérou, j'étais loin d'imaginer qu'il avait une vie, vous savez, un petit peu à l'espagnol, où en Espagne, on vit sous le même toit que tout le reste de sa famille. Et c'est tout à fait normal en Espagne, même si en France, pour les Français, c'est complètement bizarre. Pour certaines cultures, c'est tout à fait naturel d'être avec ta grand-mère, avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs sous le même toit. Et même quand t'es âgé. Et j'étais très loin de m'imaginer que c'était ce genre de famille dans laquelle j'avais planté mes 2 pieds à l'époque. J'étais très loin de l'imaginer. Et donc très rapidement, j'ai été parachutée finalement dans le sud de la France, dans cette maison avec toute la famille de mon conjoint, ma belle famille. Et forcément, il y avait un beau-père dans l'histoire. Donc j'étais très loin, très très loin de m'imaginer ce qui allait m'arriver, parce que pour moi tout ça c'était clôturé en fait, et j'étais vraiment en paix intérieurement. Je ne sentais plus du tout de colère ou d'animosité par rapport à mon papa. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à la rencontre de mon beau papa, du coup, parce que bon, quand on a fini avec l'un, il y a l'autre qui arrive, je me suis rendu compte que c'était quand même la copie conforme, enfin, pas la copie conforme, mais qu'il ressemblait sous bien des égards à mon père. Et donc, ça a été très intéressant, et j'aime beaucoup cette histoire, parce que ça montre que même quand la personne est partie, même quand elle s'envole, même quand elle n'est plus là dans ce monde, et qu'il y a un conflit, ou il y a quelque chose, ou un résidu, ou quelque chose qui n'est pas passé, la vie conspirera toujours pour nous permettre de le digérer. Donc, il y avait eu cette première digestion grâce à ce voyage, toutes ces rencontres, les capacités médiumniques, etc. Mais il y a eu une deuxième digestion, plus tardive. Et donc c'est vrai que quand j'ai rencontré mon beau-père, assez rapidement en fait, les structures présentes avec mon père sont réapparues. C'était comme si, quand mon père est décédé, il y avait une situation avec lui, c'était comme si assez rapidement, à peu près en 6 mois, les conditions avec lesquelles j'avais fini ma relation avec mon père, parce qu'il était décédé, réapparaissaient à l'identique avec mon beau-père. Donc c'était rigolo, enfin pas du tout dans l'instant, parce que du coup c'était des crises d'angoisse, donc j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, sur la crise d'angoisse, c'était beaucoup de choses qui se manifestaient au quotidien, tout est réapparu, avec cet élan en plus, et ce transfert, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on transfère des choses, on passe notre temps à dire, ah dis donc, lui il ressemble à un tel, ça c'est un transfert. Et pour moi en fait, assez rapidement, je ne voyais plus mon beau-père, je voyais mon père. Donc c'était encore plus difficile, parce que, bon, déjà, quand tu vois une personne avec qui ça matche pas vraiment, c'est pas évident, mais quand en plus tu vas projeter un passé douloureux, dans la souffrance, traumatisant, sur sa tête, ça rend la relation encore plus difficile. Voilà. Donc ça a été très très dur. C'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi je suis restée. Souvent les gens me disent, pourquoi t'es pas partie ? Je dis souvent, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se sentent
profondément. Il y a des situations auxquelles on est face et on ressent intérieurement qu'il est temps de partir. C'est pas parce qu'on part d'une situation qu'on y résiste, pas du tout. Quand on se recentre intérieurement et qu'on se connecte à son cœur, on ressent ce qui est juste et bon pour nous. Et sans pouvoir l'expliquer, je ressentais avec une force, une profondeur et une justesse inexplicables que ma place était là. Même si, en apparence, tout laissait à penser que ce n'était pas le cas. Vraiment pas. Quand on fait 15 à 30 crises d'angoisse par jour, on se dit rapidement, il faut que je me barre. Bah non, c'est pas ce que je ressentais. Donc j'ai écouté cette petite voix à l'intérieur de moi et a débuté du coup la relation de projection, parce que c'est de ça dont je vais parler, la relation de projection de tout ce trauma intérieur que finalement j'avais encore là, dont je n'avais pas du tout saisi l'ampleur parce que j'étais pas prête à l'époque à faire face à tout ça. C'était pas possible, très clairement. Et donc ici, je fais face à tout ça. Très rapidement, la relation s'envenime, la relation devient très difficile, et tout ce que je n'ai pas pu faire avec mon père, j'ai pu le faire avec mon beau-père. Donc c'est vrai que quand on a quelqu'un face à soi qui manipule, qui écrase, qui est un peu intimidant, donc vous pourrez regarder les vidéos sur les fameux échanges d'énergie, notamment le masque de l'intimidateur, bah ça c'était mon beau-père. Et c'était mon père en fait aussi. Donc je me retrouve face à quelqu'un qui m'intimide en permanence, qui me fait peur, et qui fait remonter finalement la petite gosse à l'intérieur de moi, la petite gamine qui en fait face à mon père quand il pétait des plombs et quand il était très intimidant, j'étais figée. En fait, j'étais en état de sidération tout le temps en fait. Et j'avais tellement peur de lui que c'était, vraiment, fallait presque pas le voir quoi. Fallait pas le déranger de peur qu'il fasse peur en fait. Donc du coup j'ai commencé à sentir toutes ces vieilles substances remonter à la surface. Et dans un premier temps de la relation, à m'effacer. Mais il y a un moment, j'ai toujours, à force de s'effacer, il y a un espace à l'intérieur de nous qui va commencer à hurler. Et cet espace que je ne connaissais pas chez moi s'est mis à hurler. Donc souvent quand on est face à quelqu'un qui nous intimide, qui nous écrase, qui nous insulte, qui nous fait du mal, bah au début on peut avoir une réaction un peu comme la mienne de peur, de je fige, je fuis, oulala qu'est-ce qui se passe. Mais quand la vie nous invite à rester dans la situation, tôt ou tard, il y a un autre espace qui se dévoile. Et moi j'ai vu un espace chez moi que je ne connaissais pas, qui était extrêmement violent en fait, extrêmement agressif, hystérique. Littéralement c'est le mot, s'il y avait un mot c'est hystérique. En fait, j'ai pu vivre avec mon beau-père ce que je n'avais pas pu vivre avec mon père à l'époque, parce que j'étais trop jeune, parce que les conditions n'étaient pas adaptées. Mais je sais très bien que si mon père avait vécu plus longtemps, c'est ce à quoi nous serions arrivés, très clairement. Bah, au bout d'un moment, quand tu te fais écraser par quelqu'un, bah, il y a un jour ou l'autre, il y a un sursaut de « Oh putain, là je vais te bouffer en fait. Si tu continues à m'écraser, je vais te tuer. » Et c'est un espace extrêmement violent qui a commencé à se dévoiler chez moi, où j'ai commencé à insulter mon beau-père. Je pouvais même le frapper, ça m'est venu dans l'idée, je me suis retenue, mais balancer des trucs sur sa tête, oui, ça c'était tout à fait possible. Extrêmement violent, extrêmement agressif, j'ai sorti un espace de terreur de moi, très clairement. Heureusement, à ce moment-là, j'avais quand même conscience des personnages, et je savais très bien que ce truc-là, c'était pas moi, évidemment, mais que c'était un espace que j'avais tellement écrasé à l'intérieur de moi, par peur d'avoir peur, que ce truc-là, je l'avais complètement écrasé, tapissé, mis en dessous d'un tapis, et je voulais surtout pas être agressive ou quoi, parce qu'en plus j'avais cette peur aussi de pas être aimée, d'être rejetée, d'être jugée, etc. Et donc, de par la peur du regard de l'autre, bah, je me conformais toujours à ce qu'on voulait de moi, un peu comme un caméléon. Et à ce moment-là, en fait, c'est devenu tellement intense que ça a autorisé cet espace à éclore. Donc je suis passée par un stade dans la relation extrêmement violente, où il y a eu de la confrontation frontale. Et puis assez rapidement, parce que je suis quand même pas débile, je me suis rendu compte que la violence n'amène que la violence, évidemment. Donc très rapidement, je me suis dit, bon bah c'était bien de le vivre, ça a été utile, de percevoir qu'il y a quand même un espace à l'intérieur qui va pas se laisser faire dans le fond, parce que j'avais fini par croire que en fait j'étais une petite conne, quoi. Enfin je me laisse faire et je fais rien, et c'est aussi une autre histoire de ma vie où il y a eu des moments dans ma vie où je me suis laissée faire, et aussi sur des plans plus intimes, donc du coup tout ça, ça a réveillé chez moi un truc où je me suis dit non là je me laisse pas faire. Donc ça a été utile, mais je me suis assez rapidement rendu compte que c'est pas comme ça qu'on résout un conflit avec quelqu'un. Donc j'étais face à cette situation, impossibilité de la résoudre, je vis à domicile avec cette personne, comment je fais ?
Donc, bien sûr, j'ai continué un peu à me débattre, encore un petit temps. Et puis quand j'ai compris qu'on résolvait pas la souffrance par la souffrance, et que c'était pas en répondant et en crachant sur quelqu'un qu'on allait forcément résoudre quelque chose, j'ai adopté une autre manière de faire. En fait, au bout d'un moment, c'était tellement violent que je me suis dit, cette personne, en fait, je vais l'ignorer. On vit sous le même toit, mais je vais l'ignorer. Comme si cette personne n'existe pas, en fait. Et c'est marrant, c'était comme avec mon père, je pouvais pas lui parler. Donc c'est ce genre de personnes, vous savez, vous aimeriez bien leur parler, vous aimeriez bien leur expliquer, leur dire que vous avez rien contre eux, que finalement c'est juste ça en fait, mais c'est pas grand chose dans le fond. Mais c'est des personnes, c'est pas possible de leur parler en fait. Donc c'est des murs en fait. Et du coup, j'étais face à cette situation, je peux pas parler, je peux pas m'expliquer, soit je gueule, soit je pleure, et je fais comment pour sortir, parce que je sens au plus profond de moi que ce qui m'est demandé c'est d'être là. Donc c'était très paradoxal comme situation. Et du coup, j'ai emprunté une autre voie. Je me suis dit, si c'est comme ça, j'ignore. Parce qu'à chaque fois que je contactais cette personne, soit visuellement par le regard, soit en lui disant bonjour, cette personne en profitait pour m'écraser à chaque fois. C'était ça qui était difficile. Et cet écrasement déclenchait à chaque fois de l'angoisse, de la colère, donc soit de l'angoisse, soit de l'hystérie. Donc au bout d'un moment, même pour ma santé mentale et physique, je me suis dit, là, on va complètement ignorer la situation, et puis je vais vivre comme si cette personne n'existait plus. Donc pendant un certain temps, ça a bien duré un peu plus d'1 an, j'ai complètement occulté cette personne de ma vision. Alors imaginez vivre sous le même toit qu'une personne que vous ne calculez pas, à qui vous ne parlez pas, à qui vous ne dites pas bonjour, et que vous ne regardez même pas, en fait. J'ai découvert que j'avais une certaine... J'étais vraiment très douée pour faire ça. J'ai découvert ça grâce à cette expérience. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas non plus la solution. Parce que j'étais finalement avec cette personne, et ça me faisait mal au cœur, en fait. J'étais pas congruente, et puis j'étais pas en paix en fait à l'intérieur. J'étais pas en train de faire ça en étant en paix, j'étais en train de faire ça en étant pas bien. Et quand cette personne était dans la pièce, même si je la calculais pas, je sentais mon rythme cardiaque qui s'accélérait, je sentais que je commençais à me serrer, à me contracter, je sentais que j'étais pas à l'aise en fait. Donc dans le fond, je me disais mais c'est pas bien non plus de faire ça. Parce que là en plus, c'est même pas considérer l'autre, c'est... Et puis si l'autre c'était toi, c'est toi-même que tu ne considères pas, tu ne regardes pas l'autre, donc tu te regardes pas toi. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose que je fuyais, mais je ne savais pas quoi, et le problème c'est qu'à chaque fois que je contactais cette personne, ça me mettait dans un tel état que je partais en couille en fait. Soit de l'hystérie, soit de l'angoisse à nouveau. Donc en solution de survie temporaire, je me suis dit, puisque ce qu'on me demande c'est d'être là, mais que je n'ai pas la capacité, en étant comme ça, à pouvoir me recentrer, je vais occulter pour pouvoir me recentrer. Donc, j'ai commencé à mener une double enquête où je me suis dit, et si c'était juste temporaire ? Je ne vais pas faire ça toute ma vie. C'est sûr et certain. J'ai commencé à croire dans le fait que ça allait pouvoir se résoudre. Que peu importe ce que je faisais, ça pourrait se résoudre. Parce que ce qui comptait, c'était que j'ai suffisamment d'espace intérieur pour quotidiennement, même si je suis déstabilisée, que j'arrive à me redresser. Donc plutôt que de trouver une solution sur comment résoudre le problème relationnel, du coup, plutôt que de mettre toute mon attention là-dessus, comme j'avais pu faire pendant environ 3 ans, plutôt que de faire ça et de me dire comment je vais résoudre, qu'est-ce que je dois faire pour le résoudre, je suis sûre que ça parlera à beaucoup de gens. Quand on est face à un conflit relationnel, on se dit mais comment je peux faire pour résoudre ce conflit ? Peut-être que je devrais lui dire ça, peut-être que je devrais lui écrire, peut-être que je devrais lui parler. Plutôt que de faire ça, je me suis dit, je prends la solution qui me permet d'avoir le plus d'espace. Pour moi, ce qui me permettait d'avoir le plus d'espace, c'était de l'ignorer. C'était ce qui me déstabilisait le moins. Mais du coup, vu que ça me déstabilisait le moins, ça me permettait de me recentrer plus facilement. Donc plutôt que de me concentrer sur comment résoudre, je me suis concentrée sur comment revenir à la présence. Et donc, voilà, j'étais dans la même pièce que lui, je commençais à avoir le palpit qui allait vite, etc. Je ramène mon attention sur un point, je persévère. Je ne cherche pas à le changer, je ne cherche pas à ce qu'il dégage, je ne cherche pas à tout ça. Non, moi je me recentre en fait. Et j'ai commencé à appliquer cet enseignement. Et donc ce qui s'est produit, c'est qu'il s'est rien produit. Concrètement, c'est ce que je dis souvent, il s'est rien produit, la situation n'a pas du tout changé, la personne est toujours restée la même, mais moi, c'est comment dire, il n'y avait rien qui changeait en apparence, mais en profondeur, il y avait vraiment quelque chose qui changeait. Parce que quand on apprend à ramener son attention, non pas sur comment résoudre le problème, mais plutôt sur se concentrer sur soi, revenir à soi, c'est comme si le problème ne devenait plus un problème. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de vivre.
Donc du coup, est arrivé un moment où je me suis dit, bon, c'est pas agréable. Franchement, sa présence est désagréable, tout comme celle de mon père était très désagréable. Sa présence m'est désagréable, mais je peux vivre comme ça. Je peux vivre comme ça. Je peux vivre comme ça, et j'ai confiance dans le fait qu'au moment venu, il y a quelque chose qui va se résoudre. J'ai quelque part remis ce problème dans les mains d'un principe supérieur. Je me suis dit, moi, Charlotte, là, ici, je n'ai pas la solution. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que j'ai testé toutes les solutions. Hein. J'en suis pas arrivée là en suçant mon pouce un beau matin. Hein. J'ai d'abord tout essayé pour résoudre le conflit, il faut le savoir. Et puis, à un moment, quand il n'y a pas de solution, on finit par s'en remettre à plus grand. Et s'en remettre à plus grand, c'est arrêter de chercher sans cesse, par soi-même, avec son petit soi, à résoudre le problème. Et à l'instant où j'ai commencé à faire ça, ça s'est très très vite résolu. Faut vraiment le savoir. Ça a été extrêmement troublant ce que j'ai vécu. Ouais, très troublant même. Alors ce qui s'est produit, c'est que mon beau-père, du coup, a attrapé un cancer. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est une blague, quoi, je veux dire. Bon, déjà qu'il se ressemblait, mais en plus, maintenant, il attrape un cancer. Donc ça a commencé au moment où on s'entendait toujours pas, on se parlait toujours pas, et j'étais toujours, dans les faits, c'était toujours pareil, je le calculais pas. Hein. Donc, comme mon père, finalement. Et du coup, c'est l'histoire qui se répète. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, je suis sûre. Parce que c'est forcément, ça se répète quand c'est pas résolu. Ou que ça doit se résoudre plus en profondeur. Ou que la proposition, c'est de faire ça là dans l'instant, tout simplement. Et donc, il attrape un cancer. Et là, je me mets à chialer, alors qu'il n'y a aucune raison de chialer en soi. Oui, bon d'accord, ok, dans les faits ça paraît bizarre, parce que je suis une personne avec qui je m'entends pas, et j'apprends ça et je chiale, et je suis dans tous mes états. Vraiment dans tous mes états. Parce qu'évidemment, il y avait ce transfert au milieu de tout ça. Et parce que je savais au plus profond de mon cœur que c'était pas pour rien, tout ça. Et c'était plus fort que moi de le voir, c'était grossier, ça se voyait quoi en fait. Et donc, du coup, il attrape cette maladie, et bon, voilà, contrairement à mon père, c'était plus progressif et plus lent à se dégrader, l'âge aidant, évidemment. Plus on est jeune, plus le cancer prolifère vite. Hein. Et du coup, je suis quand même face à une situation très inconfortable, puisqu'en fait, ça se répète. Je suis face à quelqu'un à qui je peux pas parler, je suis en contentieux, cette personne est très agressive avec moi, comme l'était mon père, et puis je peux rien dire et je peux rien faire. Et le pire, c'est que cette personne va mourir. Et là, pendant à peu près, quand même un petit temps, ça a pris à peu près 1 an, tous les jours je me disais, j'avais ce poids quand je quittais la maison et que je partais en retraite ou en stage, j'avais un poids à l'intérieur de moi, où je me disais peut-être que cette personne ne sera plus vivante quand je vais rentrer. Et je ne pouvais rien faire. Donc vous savez, ce truc de... J'ai essayé, bien sûr, j'ai essayé d'aller lui parler. C'était pas possible. Je me suis pris un dégage, ta gueule, connasse, enfin je sais plus quoi. C'était pas possible. J'en rigole parce que c'est presque rigolo en fait. Bon, voilà. Et du coup, je pouvais pas parler. Donc à chaque fois que je quittais la maison, je me disais, putain, à tous les coups, quand je vais rentrer, il sera plus là. Et j'aurais pas pu lui parler en fait. C'est cette espèce de truc horrible qui se répète. Et assez rapidement, je me suis redressée. Je me suis dit, j'arrête de croire en cette histoire, je poursuis ce que j'étais en train de faire. Je remets mon énergie dans les mains de la présence, je ramène mon attention sur un point, je persévère en fait. Parce que là, je n'ai pas d'autre choix. Donc j'ai persévéré. Et ce qui s'est produit, et c'est pour moi vraiment, c'est pour ça que je le partage, parce que c'est des choses qu'on vit, et pour moi on les vit pour les partager aux autres. Ce qui s'est produit a été totalement déstabilisant pour moi. C'est que je suis allée me coucher une nuit. Donc je vais me coucher il n'y a pas longtemps en arrière. C'était peut-être il y a 1 mois et demi en arrière. Je vais me coucher et cette nuit-là, je fais un rêve. Alors il faut savoir que mon père, j'en ai beaucoup rêvé. Mon beau-père, j'en ai beaucoup rêvé. Beaucoup. Et cette nuit-là, à la différence des autres rêves, c'est un rêve extrêmement lucide. Donc c'est plus réel que la réalité. Et là, je vois mon beau-père dans mon rêve, sauf qu'il n'est pas du tout de cette apparence comme il est aujourd'hui, comme il était, puisque vous verrez la fin de l'histoire. Et je vois cette personne magnifique, avec un visage rayonnant, super resplendissant, tout en blanc, là, c'était super beau. Oh, et il me parle dans le rêve.
impossible de dire ce qu'il a raconté, je n'en sais rien du tout, et je lui parle aussi, hein. Mais impossible de me souvenir, je ne me souviens pas, je me rappelle juste que c'était lui, ça c'est sûr et certain. Et quand je me réveille le lendemain matin, très étrange sensation, je me dis, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas ce qui a changé. Je ressens à l'intérieur de moi que quelque chose a changé, sans pouvoir l'expliquer. Je me lève, je fais ce que j'ai à faire, bien sûr je le croise, et truc très étrange, c'est qu'au moment où je le croise, mon rythme cardiaque ne s'accélère plus. Ça n'était jamais arrivé, hein. Jamais en 4 ans, hein, quand même. Mon rythme cardiaque ne s'accélère plus. Je me dis, oh, je sais pas, il doit y avoir un truc bizarre ce matin. Moi, je suis un petit peu scientifique dans l'âme, donc si ça se produit pas au moins 30 fois, on valide pas, hein. Donc, je poursuis ma vie, je poursuis mon expérience. Et c'était vraiment étrange, parce que je me disais, mais merde, c'est bizarre, ça me crée plus un mal-être. Et j'arrive en plus progressivement à le calculer, c'est-à-dire à le regarder, sans que ça me crée un mal-être. Et puis arrive l'instant de grâce où finalement, bien sûr, Tara fait une connerie, il me gueule dessus. Donc il me gueule dessus. Et puis là, je n'ai pas de panique. Mon rythme cardiaque s'accélère pas, mon corps se tend pas. Et je ressens une paix profonde. Et un amour. C'est très étrange de dire ça. Un amour pour cette personne que jamais j'aurais pensé ressentir un jour dans ma vie, évidemment. Je dis souvent qu'il y a des êtres plus difficiles à aimer que d'autres, c'est sûr. Et à ce moment-là où il m'agresse, finalement, encore une fois, je ressens que de l'amour. Et même, je souris. Parce qu'en fait, c'est comme si, dans l'instant, c'est même pas mental, hein, c'est pas mental, hein. C'est comme si, dans l'instant, je sais pas, on voit la scène depuis un espace où on voit tellement avec une profondeur que on voit que la lumière chez lui, en fait. Je voyais que ça, en fait. Et c'était très étrange pour moi, parce qu'avant, je ne voyais pas ça du tout. Pas du tout. Et là, je ressens quelque chose pour lui, et donc aussi pour tous les êtres en même temps, hein. Mais en l'occurrence, pour tous les êtres, il n'y avait pas de problème, c'était avec lui le problème. Et je ressens quelque chose de l'ordre d'une ouverture de cœur assez importante. Et mon cœur ne palpite pas, mon corps ne se tend pas, et je me retrouve baignée dans l'amour. C'est très étrange. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui s'est produit. D'un seul coup, je vais pour quitter la maison, aller faire une retraite, et j'ai plus cette angoisse de pas pouvoir dire les choses. J'ai plus de poids, et j'ai plus rien. Comme si on était en paix. Alors c'est très bizarre, parce que moi je pensais qu'on pouvait être en paix avec quelqu'un une fois qu'elle était partie. Hein, quand elle est partie, on peut faire un travail et machin, et puis on peut se retrouver en paix post-mortem. C'était ce qui m'était arrivé avec mon père. Et en fait, je découvre avec cette expérience que même avant ça, même si la situation ne change pas, on peut être en paix. Ce qui a été extrêmement enseignant pour moi, c'est que la situation n'avait pas du tout changé. La personne était toujours agressive et n'avait toujours pas envie de me parler, mais moi, je ressentais que de l'amour pour cette personne. Alors, c'est très difficile à croire, j'entends. Ça fait très bizarre de le dire, même m'entendre dire ça, ça me fait bizarre parce que je crois que je réalise pas encore la totalité de ce qui m'est arrivé parce que ça a été extrêmement profond. Et voilà. Et voilà ce qui m'arrive. Donc là, je réalise qu'effectivement, quand on remet le problème dans les mains de l'esprit ou qu'on se ramène finalement à la présence, finalement, tôt ou tard, on est guidé. On est soutenu. On est aidé. Et c'est toujours au bon moment. C'est jamais quand je veux, c'est toujours quand c'est disponible. Et bien sûr, la beauté de cette histoire s'est terminée par son décès. Donc mon beau-père est décédé il y a à peu près 10 jours maintenant, enfin une semaine. Et en fait, voilà, il est parti, comme est parti mon père, comme partiront tout le monde, comme je partirai moi aussi, hein. C'est pas le souci, la mort c'est pas le souci. Mais au regard de tout ce qui a pu être vécu et de tous les transferts qu'il y a pu y avoir, il est parti. Et en fait, c'est très bizarre, mais je n'ai pas du tout senti, pourtant j'ai pas pu lui parler, hein, mais j'ai pas du tout senti j'aurais dû lui dire ça, ou si j'avais su, ou on aurait pu faire comme si. Il y avait un truc tellement plus grand qui reliait l'âme de cette personne avec mon âme, ou mon âme avec finalement tout le monde, parce qu'on ne fait qu'un d'un certain point de vue, vous voyez, ce genre de réunion où dans l'instant, on sait que c'est ok, même si dans les faits, il y a tout ça, et qu'il y a de la souffrance, et qu'on est sur Terre et qu'on a tout oublié,
il y avait quelque chose de l'ordre d'une profonde reliance, une profonde, je sais pas, paix à l'intérieur. Donc je suis allée jusqu'à vivre à nouveau cette expérience, l'enterrement, etc., pour réaliser qu'il n'y avait pas de problème en fait. Il n'y avait pas de problème. Une espèce de quiétude. Alors bien sûr, hein, c'est pas rigolo comme événement, hein, c'est pas parce que on est en paix avec la mort que c'est pas triste, qu'il n'y a pas un manque, que ça fait pas bizarre. Évidemment que il y a plus réjouissant que ça. Mais il n'y a pas de il faut que je règle le problème, il faut que machin. Et tout ça s'est réouvert tout seul en fait. Donc voilà ce que je voulais vous raconter à travers cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire un partage comme ça. J'en ferai d'autres, des témoignages sur des relations interpersonnelles, parce que ça ne m'est pas arrivé que avec mon père et mon beau-père. Ça m'est arrivé avec toute ma famille. Donc ici, il y a d'autres choses, et notamment une histoire qui s'était passée avant, que je raconterai dans une prochaine vidéo, pour un petit peu commencer à illustrer et aborder le sujet des relations interpersonnelles. Le seul message ici que je voulais faire passer à travers cette vidéo, qui était finalement à être entendu, c'est que finalement, comme dans toute chose, quand on remet tout ça dans les mains d'un principe supérieur, ça finit toujours par se résoudre au bon moment et au bénéfice de tous. Voilà. Parce que je sais aujourd'hui, sans pouvoir l'expliquer, que tous ces êtres, que ce soit mon père, mon beau-père ou plein d'autres encore, sont en paix là où ils sont. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est quelque chose de profondément présent. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce témoignage pourra éclairer peut-être certaines de vos relations. Et peut-être, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, vous inviter à ne pas couper les ponts et à plutôt essayer, quand même, de rentrer dans une logique où on réalise que même si on veut couper les ponts, l'énergie, ça se coupe pas. Et un lien, il ne peut pas se briser. Donc, même si certaines relations peuvent être difficiles, même si parfois c'est nécessaire de se distancer un temps, même si c'est nécessaire parfois de prendre du recul, se rappeler sans cesse que ce n'est qu'un temps, et que tout est impermanent, et que tôt ou tard, les choses peuvent se régler. Voilà. Elles peuvent se régler, profondément. Même avec les personnes qui révèlent chez nous des espaces profondément instables, difficiles et douloureux. Voilà. Tout est possible, vraiment. Merci à tous et gros bisous.